Ici, CKIA-FM. Voici le signal horaire officiel de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Au début du trait prolongé, il sera exactement l'heure juste. L'heure juste, avec Samuel Labrec et Louise Petitgrou. Bonjour Louise. Bonjour Samuel. Bon, on a eu un petit bug au niveau du calendrier. Oui. Donc, c'est pour ça que l'émission a commencé un petit peu plus tard et on n'a pas de diffusion web, malheureusement, donc on verra pas nos beaux visages. Masqués, nos beaux visages masqués. Ben oui, je me suis lavé pour rien, Louise. Donc, puis on va commencer l'émission tout de suite avec notre invitée, qui est Marie-Pierre Boucher, qui est une femme que j'estime beaucoup, qui s'est lancée en politique municipale lors des dernières élections, qui a un background aîné, qui s'occupe des dossiers aînés depuis plusieurs années. Donc, c'est comme ça que je l'ai connue. Elle a été élue et elle s'occupe des dossiers aînés maintenant à la ville. Donc, je voulais qu'on parle avec elle d'un fameux sommet qui va se tenir à Québec, un sommet sur les aînés, pour voir de quoi ça a l'air, ça, cette affaire-là. Donc, Marie-Pierre, bonjour. Salut Samuel. Ça va bien? Bonjour Marie-Pierre. Ça va bien. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Merci de prendre du temps avec nous aujourd'hui. On sait que vous êtes pas mal occupés avec les histoires de tramway. Donc, merci d'avoir pris quelques minutes. Avant de commencer la discussion, je voulais que nos auditeurs puissent mieux te connaître, là, de savoir d'où tu viens, Marie-Pierre. Écoute, moi, je suis travailleuse sociale de formation. J'ai presque 20 ans pas de formation, mais pas loin de 20 ans d'expérience en mobilisation puis développement des communautés. Et dans les dernières années, j'ai travaillé pour la Fondation Âge, donc la Fondation pour l'avancement et la gériatrie sociale au Québec, qui était grosso modo de pouvoir soutenir le développement des communautés qui permettent aux aînés de faire leur propre choix, rester à la maison le plus longtemps possible. Par exemple, on avait des navigatrices dans différentes régions qui sont présentes pour faire l'accompagnement des aînés à travers l'ensemble des services. On sait que des fois, c'est compliqué de se retrouver dans l'ensemble des services. Donc, d'être capable de pouvoir se repérer et avoir le soutien nécessaire. Puis bon, j'ai par la même occasion, je donnais de la formation aussi en gériatrie sociale, donc la formation pour être capable de reconnaître qu'est-ce qui est normal ou pas normal du vieillissement pour pouvoir agir de façon préventive. Je pense que je t'ai jamais posé la question, mais qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ces enjeux-là aînés dans la collectivité? C'est une excellente question. En fait, personnellement, il y a une portion très personnelle dans ce volet-là. J'ai eu la chance de passer beaucoup de temps chez mes grands-parents, moi, de qui j'étais très, très proche. Donc, le volet multigénération a fait partie de ma vie depuis toute petite. Donc, on passait des étés complets, les vacances, des fêtes, les fins de semaine chez mes grands-parents. Puis je dis on étant mon frère, moi, mais mes cousines, cousins. C'était vraiment une grande maison multigénération, ce qui m'a amené à voir la plus-value de cette multigénération-là. Donc, mes grands-parents ont pris beaucoup soin de moi. Et plus tard, j'avais cette relation très importante avec mes grands-parents. Mon grand-père étant décédé quand j'étais un peu plus jeune, mais avec ma grand-mère plus spécifiquement. Et j'ai été de l'autre côté à donner un coup de main au niveau familial, mais pour moi, c'était pas un poids. Au contraire, je trouvais que c'était une richesse que j'allais chercher avec ma grand-mère en étant avec elle puis en passant du temps avec elle. Là. Donc, ça, c'est très, je dirais, très personnel dans la raison pour laquelle j'ai ça. Oui, et comment est née l'idée du sommet à la Ville de Québec? En fait, on travaillait en campagne électorale avec beaucoup de bénévoles. Et dans les bénévoles, on avait des personnes aînées. Et eux nous mentionnaient à un moment donné qu'on ne s'adressait pas à eux. Donc, qu'on n'allait pas nécessairement vers eux et qu'ils souhaitaient faire partie de la solution.
Donc, en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on leur propose des solutions, on met en place des actions, mais on les inclut pas dans la conversation. Ce qu'ils nous ont mentionné à ce moment-là, c'est qu'il faudrait avoir vraiment un sommet. Avec les changements actuels, avec ce que la pandémie nous a montré, premièrement, on a le goût de vivre le plus longtemps possible chez nous. Oui. On a le goût de contribuer et d'être actif dans notre communauté. Mais pour pouvoir mettre ça en place, il faut qu'on fasse partie de cette conversation-là et des solutions. Donc, c'est vraiment leur proposition, le sommet, le sujet du sommet et leur proposition. Donc, puis je vous dirais même que quand ils ont parlé de sommet, nous on dit un sommet. C'est quelque chose qui était moins dans notre vision, là, un sommet. Puis quand on essayait de trouver une autre thématique, un autre terme là qui serait, disons, plus intéressant à entendre parler, on s'est posé la question, mais c'est qui nous a proposé l'idée d'un sommet? C'est les personnes aînées, donc c'est le sujet, c'est de la façon que ça venait les rejoindre. C'est important que ce soit apporté. Donc, on est qui, nous, pour décider que c'est pas le bon terme? Donc, c'est de cette façon-là qu'on a vraiment décidé d'embarquer dans la création du sommet aîné et la mise en place. C'était vraiment important pour nous de le mettre. Puis on l'a mis à leur demande, dans les 100 premiers jours, qu'on le mette en œuvre dans les 100 premiers jours, parce qu'ils disaient ça va montrer l'importance que vous nous donnez. Et on a décidé de le faire comme ça. Donc, quand on est arrivé, ça a fait partie des premiers dossiers qu'on a avancés. Et ça se bâtit comment, un projet comme ça, concrètement, une fois rendu à l'hôtel de ville? Bien, la première rencontre, je vous dirais que j'ai eue a été avec ceux qui ont proposé le sommet. En fait, certaines des personnes qui ont proposé le sommet, des acteurs aussi. Bon, on savait qu'il y avait Vivre et vieillir à Québec qui s'en venait au mois de mai. On voulait être en cohérence avec ce mois-là, qui s'adresse vraiment aux personnes aînées aussi. Donc, j'ai rassemblé ces personnes-là pour discuter avec eux, pour s'assurer qu'on était en cohérence, puis qu'on était en ligne avec l'intention initiale. Puis par la suite, on a discuté avec l'équipe de la ville pour leur dire, ils nous ont posé les questions, c'était quoi l'intention, comment on voulait le mener. Donc, c'est vraiment partager la vision, la façon de voir ce sommet-là, les souhaits des personnes aînées à travers ce sommet-là, pour que eux puissent le mettre en œuvre. C'est pas moi qui le gère au quotidien. On a une super équipe à ville là, qui s'occupe de gérer ça au quotidien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont travaillé vraiment multi-équipes. Donc, on a des gens autant des loisirs que de l'interaction citoyenne. Donc, c'est vraiment une équipe intersectorielle qui le met en œuvre, le sommet. Puis, pour choisir les thématiques, parce que on a un sommet qu'on veut rassembler 250 personnes quand même, pas 250 en même temps, en même place, là, on y va par arrondissement. Mais pour pouvoir choisir les thématiques, ce qu'on a demandé, en fait, ce que j'avais demandé, c'est que les aînés soient impliqués tout au long de ce projet-là. Donc, il y a eu des questionnaires qui ont été envoyés aux personnes aînées pour qu'ils puissent dire c'est quoi les sujets qui les intéressent. Donc, le but, c'est vraiment de les impliquer dans chacune des étapes de ce sommet-là. Et après ça, ce qui va ressortir du sommet, parce que le sommet, c'est beau, on atteint le haut, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec cette fierté-là et les actions qui vont en suivre? Donc, ils seront impliqués aussi dans la suite. Puis, est-ce que la réponse était bonne du suivi jusqu'à la participation au sommet? Là? Oui, jusqu'à maintenant, très, très bonne. Là. Le questionnaire qui a été lancé en ligne, là, on sait que c'est pas simple d'aller rejoindre les gens en ligne. Donc, on avait quand même mobilisé les partenaires avec lesquels on travaille. On a été chercher plus de 450 répondants là, pour aller identifier les sujets. Donc, je pense qu'on a quand même un bassin intéressant de personnes qui ont répondu pour nous dire qu'est-ce qui était important pour eux, des discussions qu'il allait avoir. Dans ces personnes-là, il y en a qui se sont inscrits au sommet. Là, on est rendu à l'analyse de tout ça pour aller voir, bon, premièrement, c'est lesquels on a choisi dans les sujets. Et après, d'aller voir si on a, je vous dis, on a 250 personnes qu'on veut rejoindre via le sommet. C'est 40 personnes par arrondissement. Donc là, on va regarder est-ce qu'on a nos 40 personnes par arrondissement. Est-ce qu'on a des arrondissements qui sont moins
qu'on a moins de gens, donc il va falloir réactiver la mobilisation pour aller chercher des nouvelles inscriptions. Ou sinon, si les 450 personnes ont levé la main, on va y aller à la pige à ce moment-là pour avoir une équité là, dans la représentation. Marie-Pierre, le dossier du vieillissement au Québec, c'est un dossier complexe là, qui comporte beaucoup d'enjeux. On en discute beaucoup au national, entre autres à la faveur de la pandémie qu'on vient de vivre. Et certains organismes, dont le nôtre, on réclame la tenue d'états généraux à ce sujet. Je me demandais qu'est-ce que le palier municipal peut apporter de spécifique dans cette question? Le palier municipal a des actions au quotidien qui ont un impact très concret dans la vie des gens, que ce soit au niveau du logement, que ce soit permettre justement là, d'être actif dans la communauté, tout ce qui concerne le soutien social. Le municipal a un impact. Je pense qu'on doit faire partie de cette discussion-là et souvent justement le sujet est né et ramené au palier provincial quand concrètement on a vraiment un rôle à jouer dans les environnements qui favorisent le vieillissement chez soi là. Parce que ce que je comprends, c'est que c'est ça que les gens souhaitent. Les gens souhaitent rester le plus longtemps possible à la maison. Donc, on a des actions à mettre en place multipaliers là, pour que ça puisse être possible. Parce que souvent, on parle de soins à domicile au niveau national, mais souvent, le commentaire qu'on reçoit, c'est de dire c'est bien beau garder les gens à domicile avec des soins et des services, mais s'il n'y a pas une communauté qui peut les accueillir, leur permettre de s'épanouir, ça donne pas grand-chose. Finalement, on finit par isoler des gens dans leur propre communauté. Fait que je pense que c'est là aussi que le municipal peut jouer. Ouais. Exactement. Puis le rôle de créer du tissu social, peut-être que mes voisins, moi j'ai la chance de vivre dans une rue partagée, pas une rue partagée nécessairement voiture et cyclistes et piétons, mais une rue partagée de différentes générations. Donc, dans ma rue, j'ai des gens qui sont plus âgés, qui, si jamais ont des enjeux, on sait qu'on peut être là les uns pour les autres. Donc, ce tissu social-là qu'on crée fait en sorte que demain matin, mon voisin, il a une difficulté, besoin d'un transport parce qu'il n'est pas en mesure de conduire sa voiture, il a besoin d'un coup de main pour changer son luminaire parce que il n'y a pas d'équilibre cette journée-là, il sait que je vais être présente. Donc, si on est capable de travailler ce tissu social-là, c'est certain que ça a un impact sur le maintien à domicile. Il y a des gens qui quittent leur maison parce que, justement, sont plus capables de changer les lumières dans la maison, ce qui fait en sorte que ça devient dangereux parce qu'ils peuvent s'entager, il y a moins de bonne visibilité. C'est très basique, hein? Mais une communauté peut contribuer de cette façon-là, mais c'est là que le tissu social a toute son importance. Si on crée des quartiers où les gens se côtoient, jardinent ensemble. Donc, on crée cette étincelle de communauté-là qui va se venir en aide et qui vont permettre le vivre collectivement, mais vivre chez soi aussi, là. Il y a un élément intéressant que tu avais écrit dans un texte qui, peut-être qu'il y a des gens, justement, se rappellent de ton nom, parce que tu as écrit un dossier dans le magazine Quoi de neuf de l'AREC en hiver dernier. Puis, il y a un élément que je trouvais vraiment intéressant que tu avais apporté, c'était la différenciation générationnelle entre les aînés. Les gens, mettons, de 60-70 ans n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts et besoins que les gens de 80 à 90 ans et plus. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est abordé dans le sommet ou c'est quelque chose qui vous avez une sensibilité là-dessus? En fait, on a une grande sensibilité là-dessus, puis c'est pour cette raison-là que j'ai demandé à l'équipe qui organise de s'assurer d'avoir la représentativité. Donc, je les ai séparés, disons, en 3 groupes d'âge. Là, moi, ce que je souhaite, c'est que les 3 groupes d'âge soient représentés. Puis là, on s'entend, là, c'est pas linéaire. Il y a des personnes, on dit souvent, il y a des personnes qui peuvent être aînées à 50 ans. Comme il y a des personnes qui peuvent être très, très jeunes à 80. Là. Donc, j'aimerais être capable de pouvoir avoir cette sensibilité-là. Mais bon, on y a été de façon plus générale, mais de s'assurer d'avoir des gens de la tranche du 65-75, des gens de 75-85 et des gens de 85 ans et plus. Donc, à ce moment-là, on s'assure d'avoir la vision de plusieurs personnes. Donc, parce que on se l'est fait dire à un moment donné en campagne, on proposait, on parlait
on parlait de jouer aux cartes. Tu sais, on s'en parlait avec des aînés, on parlait de jouer aux cartes. Puis il y a une personne qui est venue nous voir et qui nous a dit, moi, je prends mon vélo, je fais du vélo de montagne, je suis très actif, j'ai 68 ans. Quand vous me parlez de jouer aux cartes, je me reconnais pas. Donc, on veut s'assurer que chacun puisse se reconnaître. Puis, peu importe l'âge qu'on a, on a une façon de contribuer, mais qui est différente dans la communauté. Là. Est-ce que vous connaissez dans le monde des villes exemplaires à l'égard des aînés qui pourraient inspirer l'action de la Ville de Québec? Est-ce qu'il y a des modèles quelque part où ça se passe vraiment bien de ce côté-là? En toute honnêteté, assurément, il y a des modèles, mais il y a beaucoup de changements à travers le monde aussi. Il y a des communautés qui étaient davantage, en fait, qui étaient meilleures avant, qui s'en viennent moins bonnes parce que les gens travaillent, avec l'égalité homme-femme, ça devient difficile. Je pense qu'on est tous dans ce questionnement-là actuellement. Je regarde ce qui se passe en France, je regarde dans différents pays. Actuellement, c'est un enjeu que nous sommes plusieurs à vivre là, avec le vieillissement de la population, mais c'est certain que les équipes actuellement font de la recherche pour être capables de voir les gagnants. Mais comme je disais tout à l'heure, on veut aussi partir de ce que les gens souhaitent. Donc, les premières personnes vers qui on se tourne actuellement, c'est vraiment les personnes aînées elles-mêmes. Là. Et puis justement, là, on établit les sujets qui seront abordés lors du sommet. Est-ce qu'on peut faire le tour de ce dont on va aborder durant le sommet? Bien, je peux vous dire, ceux qu'on a proposés, là, l'analyse de lesquels ont été identifiés n'est pas tout à fait terminée parce que on avait laissé aussi des cases blanches pour permettre aux gens d'en proposer des nouveaux. Donc, on avait tout ce qui concernait le soutien social, donc le soutien d'accompagnement des personnes, tout ce qui est de la participation sociale, l'emploi, le bénévolat, les activités culturelles, sportives, les loisirs et autres. Tout ce qui est de la mobilité. On parle de déplacement, sa propre voiture, mais la marche, le vélo, la voiture, là, on voit de plus en plus de quadriporteurs qui se promènent. Donc, cette réflexion-là au niveau de la mobilité. Ensuite, attendez un petit peu, on avait l'habitation, le sujet, un des sujets, je vous dirais que je m'attends quand même à voir arriver à ce moment-là parce que on parle de où les gens veulent habiter. Est-ce qu'ils veulent habiter leur maison? Est-ce qu'ils veulent... on parle de multigénérationnel. On parle aussi en fonction des revenus de chacun, la possibilité de choisir où on habite. Et le sentiment de sécurité dans les espaces publics en fait partie de l'habitation aussi. Finalement, tout ce qui concerne les services. Bon, est-ce que les gens ont les services disponibles, accessibles, toute notre façon de construire notre ville qui permet à des gens d'avoir très, très proche de chez eux l'accès à l'épicerie, à la pharmacie, ça en fait partie aussi là des sujets qui peuvent être abordés. Ça, c'est sûr qu'on a proposé, je vous dirais. Maintenant, l'analyse actuellement est en train d'être faite pour voir lesquels on va discuter parce que avec tous ces sujets-là, on pourrait passer plusieurs jours de sommet ensemble. Ouais. Et malheureusement, faut partir de quelque part et faire une sélection. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'est pas nous qui faisons la sélection, c'est les personnes aînées elles-mêmes. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour que cette démarche ne fasse pas seulement l'objet d'un beau rapport, mais qu'elle ait des suites? Avez-vous déjà prévu ce qui va suivre? Ce qui va suivre n'est pas prévu parce que je sais que ça va donner l'impression que je me répète, là, mais si les personnes aînées mentionnent que pour la suite, ils veulent, par exemple, créer un comité, un conseil de sages, ben ça sera peut-être ça la réponse, mais je veux pas arriver avec toutes les réponses moi-même. Par contre, on va avoir l'ouverture et je vous dirais que c'est dans mes dossiers prioritaires. Donc, pour moi, un rapport tabletté ne sera pas possible. Il y en a plusieurs sur bien des tablettes, des rapports tablettés. Donc, ce n'est pas une option. Donc, si on consulte, si on propose des solutions, c'est pour pouvoir les mettre en action. Je pense qu'on ne l'a pas nommé, mais ça se tient quand, ça, le sommet? Le sommet, c'est le 10, 20 et 21 avril. On le fait sur 3 jours pour pouvoir faire le tour des arrondissements. On dit un sommet. Si on parle aux gens, on veut leur permettre de vivre chez soi, donc on va chez soi. On va dans chacun des arrondissements. Donc,
Le 19 en avant-midi, on passe une demi-journée complète à Beauport. En après-midi, c'est à Limoilou. Le 20, c'est Charlesbourg le matin, la Haute-Saint-Charles en après-midi. Et le 21, c'est Sainte-Foy le matin et Des-Rivières en après-midi. Et c'est déjà donc, complet. On peut pas s'inscrire. C'est déjà complet, je pense. Ben, là, j'aimerais vous dire qu'il reste de la place. Je ne suis pas certaine encore qu'il reste de la place. S'il en reste, assurément que vous serez informés, mais parce que sur le site de la ville... Ouais, sur le site de la ville, on dit qu'il n'y a plus de place. Louise a essayé. Il y avait oui. Vous avez fait ça le comble. Oui. Ben, c'est tant mieux. En fait, ça veut dire qu'il y a un besoin et il y a un souhait de collaborer aux solutions qui sont importantes pour les personnes concernées. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Je suis contente que ça y ait cette réceptivité-là de la population. On va envoyer des espions. Oui, on va avoir des espions de l'AREC, ça c'est sûr. C'est parfait. Est-ce que c'est en présentiel? Oui, j'imagine. Hein? Oui, c'est en présentiel. On avait brassé un petit peu les idées, se demandant qu'est-ce qu'on fait en fonction, parce que vous savez, hein, quand on est arrivé, je vous ai dit, ça a été un des premiers dossiers qu'on a lancé. Donc, on l'a lancé novembre, on a commencé à en parler décembre. On n'était pas à ce moment-là dans la plus belle situation au niveau de la pandémie. Donc, on s'était donné une alternative de le repousser plus tard. Mais vraiment, c'était très important qu'on soit en présentiel pour pouvoir le vivre ensemble, parce que c'est aussi important pour nous que ça soit une expérience pour les gens. Donc, que ça soit une expérience positive. On a plein de surprises pour les personnes qui vont y participer, là, parce que c'est leur moment à eux. Donc, on se cachera pas, là, si on monte l'Everest, par exemple, quand on arrive en haut, quand on arrive au sommet, il y a quelque chose d'important qui se passe. Mais pour moi, c'est ça que je veux que les gens y vivent quand ils viennent. Il y a quelque chose d'important qui se passe. Ils sont importants. Et on veut qu'ils puissent avoir une belle expérience qui donne des suites. Si on n'a pas eu la chance de s'inscrire, de participer, ou si on a 35 ans et qu'on est intéressé au dossier, y a-t-il moyen de suivre les travaux? C'est une bonne question. Il y a un moyen, je pense qu'on peut se reparler après le sommet. Je pense que ça serait... Oui, ça serait le fun. Ça va me faire plaisir de revenir après le sommet. Mais assurément que, pour moi, il y a une suite au niveau auprès des partenaires, en fait, parce que c'est certain qu'on a plusieurs partenaires avec qui on collabore puis qui auraient souhaité être présents. Oui. On travaille avec beaucoup de gens qui travaillent auprès des aînés. Là, cette fois-ci, on a priorisé sur aller rencontrer les personnes elles-mêmes, puis on voulait pas avoir une arène non plus avec un paquet de spectateurs qui viennent les écouter. Absolument. Donc, ça a été un choix à ce moment-là. Par contre, la collaboration avec les partenaires, elle est extrêmement importante. Et par la suite, je vous parlais tout à l'heure en début, qu'il y avait Vivre et vieillir à Québec qui avait lieu au mois de mai. Pour nous, ça va être important de faire la liaison avec Vivre et vieillir à Québec au mois de mai et le travail avec la table de concertation pour les personnes aînées de la capitale nationale est aussi important sur la suite qu'on peut donner avec ça pour la conversation, là. Ben, c'est très rassurant de voir ça, je trouve, un sommet comme ça, un peu avant les États généraux là, qui va se tenir aussi à Québec le 3 mai. On voit qu'il y a certains balbutiements où il y a un intérêt à ce qu'on modifie des choses là, pour améliorer les conditions de vie des aînés. On va suivre ça avec grand intérêt. Puis effectivement, on va sûrement te réinviter, Marie-Pierre, là, pour venir nous parler de comment ça s'est déroulé ces journées-là, puis ce qui va en découler aussi. Donc, un gros merci pour ton temps. C'est très apprécié. Beaucoup. Et bonne chance. Merci beaucoup à vous, puis on se redonne les nouvelles. Merci. Parfait. Bonne journée. Bye. Merci, au revoir. Donc, oui, très intéressant. J'ai hâte de voir ça. Puis je pense qu'on a notre propre espion aussi là, qui s'est inscrit, Laurier. Oui, déjà, oui. Donc, j'ai hâte de voir s'il va participer puis s'il va pouvoir nous faire un petit topo, assurément. Donc, je vous inviterai à une courte pause, puis on va revenir avec notre collègue Charles David qui va venir nous parler d'un sujet qui est très d'actualité, là, le prix de l'essence puis les changements climatiques. Est-ce que ça a un impact, là, la guerre et tout ça? Donc, on revient dans quelques instants.
ce doux son de jazz. Donc, nous sommes de retour à l'heure juste, l'émission de la REC sur les ondes de CKIA FM. Et on a avec nous notre invité, Charles David. Charles David, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et vous? Oui, ça va bien pour nous aussi. À part le prix du gaz. Content de vous retrouver. Content de te retrouver. Et je t'ai demandé ça il n'y a pas si longtemps là, de venir nous parler de ce sujet-là parce que je vois ça un peu de loin, là, j'ai pas le temps vraiment de lire sur le sujet, mais j'avais comme le petit feeling que le hausse le prix de l'essence, puis la guerre, tout ça, ça pouvait avoir un impact par rapport au changement climatique. Puis je voulais voir avec toi, voir qu'est-ce qu'il y en est finalement, qu'est-ce que toi t'as vu ou t'as lu. Qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment? Y a-t-il une guerre, Charles? Oui, ça, c'est assez terrible ce qui se passe en ce moment. Là. D'ailleurs, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin par cette guerre. Mais effectivement, tu le disais en introduction, ça a un impact au niveau de l'environnement. Ça a un impact aussi au niveau des habitudes de consommation des Québécois, mais aussi dans le monde entier. Donc, c'est un peu ce dont tu m'as demandé là, de parler ce matin. Puis, j'ai sorti rapidement quelques faits saillants là, concernant l'augmentation fulgurante du prix de l'essence, qui est une des conséquences directes là, de la guerre qu'il y a en ce moment entre l'Ukraine et la Russie. En fait, il faut comprendre que la Russie est un des 3 plus grands fournisseurs de pétrole dans le monde. Donc, toutes les sanctions qui sont imposées présentement à la Russie, eh bien, ça entraîne une augmentation du prix pour les barils de pétrole et donc une augmentation du prix à la pompe. Et tout ça, là, ça a un impact direct dans les portefeuilles des Québécois notamment. Puis, il y a lieu de se demander finalement, c'est quoi l'impact sur les habitudes de consommation, sur les choix des Québécois, notamment concernant leurs véhicules, leurs moyens de transport. Donc, je pourrais là peut-être vous donner une partie de réponse tout à l'heure, mais si j'y vais encore avec des faits saillants, là, c'est sûr que la hausse fulgurante du prix du carburant va aussi avoir des conséquences au niveau des prix en général, parce que on sait qu'avec la mondialisation, la majorité des marchandises, la majorité des aliments qu'on a sur nos tablettes au Québec, mais c'est le cas aussi ailleurs dans le monde, nous proviennent par avion, par cargo. Donc, c'est eux aussi ils connaissent finalement là, des impacts au niveau d'augmentation du prix de l'essence. Donc, forcément, les prix de certains produits seront vus à la hausse également. Ensuite, il faut dire que le Canada, par contre, va interdire à partir de 2035 la vente de véhicules neufs à essence. Donc, est-ce que l'augmentation qu'on vit actuellement du prix de l'essence va accélérer cette transition vers d'autres moyens de transport ou vers des véhicules électriques, par exemple? Donc, ça, c'est une question qu'on peut se poser. Oui, j'ai cette petite impression-là que la hausse de vente de voitures électriques est en train de se produire. Là. Je regardais vite, moi-même, pour une voiture électrique, puis il y a plein de modèles qui sont pas accessibles, justement, parce que ça s'est trop vendu dans les dernières semaines. Il y a une forte demande. Oui, exactement. Oui. Fait que j'imagine que c'est intimement lié à ça. Beaucoup de gens témoignent aussi, des gens qui ont des voitures électriques, puis qui témoignent sur les réseaux sociaux que la hausse du prix de l'essence n'a pas d'impact sur eux, du moins pour le transport. Là. Mais comme tu dis, il y a plein d'autres produits qui sont... Il y avait eu une crise aussi de même nature dans les années 80, là, sur le prix de l'essence, le pétrole avait monté énormément. Et puis pour d'autres raisons, parce qu'il y en a toujours des bonnes raisons pour nous augmenter ça. Et puis nous avait beaucoup insisté à passer du chauffage à l'huile au chauffage électrique. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient convertis au chauffage électrique. Alors maintenant, par contre, on ne se gêne pas pour augmenter le prix de l'électricité. C'est toujours un peu... Oui, c'est effectivement. On nous incite mais bon, on ne nous donne pas non plus les conditions qui fait que notre pouvoir d'achat demeure intéressant. Là. Non, exactement. À quoi vous faites référence, Mme Pettigrew, c'est sans doute à la crise du pétrole qui a eu lieu dans les années
1973. En 1973. Puis à ce moment-là, c'est vrai, il y avait eu des changements significatifs dans les habitudes de consommation. Les gens s'étaient tournés vers des moyens de transport alternatifs, le transport en commun notamment. Ils avaient changé aussi leur habitude d'achat de véhicules. Ils avaient opté pour des véhicules plus petits, donc moins énergivores. Mais actuellement, en fonction du phénomène qui est observé, ça ne semble pas avoir un impact sur la demande pour des types de véhicules du genre VUS, des véhicules utilitaires sport, ou même des camionnettes, comme des pick-up qu'on appelle plus couramment. Donc les gens, surtout au Québec, là, on est vraiment des champions pour les gros véhicules. C'est certain qu'on a les conditions climatiques qui expliquent ces choix-là. Hein. On veut avoir des tractions intégrales pour pas rester pris en hiver et tout ça, mais tout ça, mais ça entraîne une consommation accrue d'essence et évidemment faire le plein de ces véhicules-là, mais c'est beaucoup plus élevé en ces temps où le prix au litre là, frôle les 2 $ du litre. Là. Donc tout à fait. Puis si on fait l'exercice là, de se rappeler qu'il y a un an, le prix au litre était à peu près à 70 sous. Donc, faire le plein d'une voiture, c'était beaucoup moins dispendieux. Là, on a une augmentation de pratiquement 100%. Là. Donc, on constate à quel point on est vulnérable hein, et à quel point l'équilibre se conserve difficilement quand il y a des fluctuations, que ce soit politique, économique, même au niveau environnemental dans le monde. Donc, tout est une question d'offre, de demande, mais aussi de conjoncture géopolitique, sociale, environnementale. Donc, en tout cas, je vous épargne les détails. On pourrait en parler longuement, mais on voit à quel point tout est lié, tout est intimement lié. Et voilà, je vous disais tout à l'heure que j'allais vous parler des impacts sur les habitudes de consommation. Bien déjà, je vous en ai glissé là, quelques mots. C'est certain que dans les années 70, quand il y a eu la crise du pétrole, les gens avaient opté pour des méthodes alternatives de transport parce que là, vraiment, les prix avaient augmenté là, de façon flagrante, un peu comme on constate aujourd'hui. Mais faut dire que on a un autre problème aujourd'hui, c'est qu'avec la pandémie, on a eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement. Okay, qui ont été entraînés par la pandémie, la fermeture de certaines usines. Et ça a limité grandement la disponibilité de certains modèles. Si on regarde là, en se promenant, c'est très simple de constater là, que les cours des concessionnaires auto sont vides en ce moment. Donc, ça entraîne d'autres problèmes. Là, il y a un grand marché pour le véhicule usagé qui est inabordable. Mais autrement dit, le fait qu'on a des problèmes d'approvisionnement, combiné au fait que l'essence augmente, on pourrait dire les gens vont se tourner vers d'autres types de véhicules, d'autres moyens de transport, mais on a combiné ça aussi à une pandémie. Donc la pandémie, elle aura eu l'effet que les gens ont un peu tourné le dos au transport en commun parce qu'ils souhaitaient limiter leur interaction sociale, limiter leur contact là, avec dans la société pour éviter de contracter la COVID. Donc là, il faudra voir si justement l'essoufflement de la pandémie, la reprise de certaines activités va finalement si les transports en commun vont à nouveau gagner le cœur, notamment des Québécois. Mais je disais que les Québécois sont un peu les champions là, de l'utilisation des VUS. Puis il y a une forte demande. Puis je faisais là, un petit exercice tout à l'heure. Je regardais entre autres pour des modèles là, comme le RAV4 Prime de Toyota qui est très populaire en ce moment parce que c'est un hybride branchable. Donc il y a quand même une bonne autonomie là, électrique. Il y a à peu près 14 mois d'attente pour ce véhicule-là. Donc, quelqu'un qui a besoin d'un véhicule rapidement, ne se tournera pas nécessairement vers ces options-là. Et on disait aussi dans les articles que j'ai lus que les modèles de véhicules plus petits, électriques,
sont très peu populaires au Québec par rapport à ailleurs dans le monde, parce que justement nos conditions climatiques exigent des fois qu'on se dote de véhicules plus de plus forts, tu sais, comment je dirais, 4x4 là, avec traction intégrale et tout ça. Donc c'est vraiment plus ces VUS là qui sont en vogue, mais il y a des problèmes importants d'approvisionnement. Donc là, à ce moment-là, c'est ça, c'est un autre problème. Ça reste quand même cher, les véhicules hybrides et puis les véhicules électriques. Oui. On a beau dire, il y a des subventions et tout, mais tu sais, au final, quelqu'un qui s'oriente vers ça, ben, il va devoir payer quand même pas mal plus là, pour sa voiture pendant un certain temps. Sur plusieurs années. D'avoir les bénéfices. Fait que c'est pas tout le monde non plus qui se dirige vers ça naturellement, là. C'est pas accessible à tous les portefeuilles, là, c'est évident. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences du conflit en Ukraine sur, mettons, l'action climatique? Là? Y a-t-il des actions qui avaient lieu, mais qui sont stoppées finalement ou qui reculent? Bon, mais c'est certain que je vous dirais, il y a beaucoup. Pendant la pandémie, on remarquait que les gouvernements la pandémie avait le dos large, autrement dit. Donc, il y a eu, les actions climatiques ont été mises un peu sur pause. Là, on a mis le pied sur le frein parce que la priorité était accordée là ailleurs, dans d'autres dossiers qui étaient jugés plus prioritaires. Mais en ce moment, ce qu'on remarque là, c'est deux tendances. Bon, d'un côté, il y a des pays qui vont accélérer leur transition juste et équitable, leur transition énergétique. Et d'un autre côté, il y a des pays peut-être plus vulnérables aux conséquences là, de cette guerre-là, du conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui vont retarder finalement leur plan là, de transition. C'est le cas, par exemple, de la Bulgarie, qui a annoncé vendredi dernier qu'elle allait reporter la fermeture de certaines centrales au charbon, qui est la principale source d'énergie dans ce pays-là, parce que les installations par lesquelles ces centrales au charbon-là devaient être remplacées provenaient de gaz naturel fourni par la Russie. Et là, bon, un enjeu éthique s'est posé. Est-ce qu'on continue de faire affaire avec la Russie dans la conjoncture du moment, considérant que ces sommes-là qu'on va verser pour être pour être alimentées en gaz naturel serviront à financer peut-être le conflit là, qu'il y a présentement. Donc ça, c'est sûr que c'est une question qui se pose et que d'autres pays se poseront. Mais par contre, comme je le disais, il y a une autre tendance. L'Allemagne a annoncé son intention, quant à elle, d'accélérer sa transition vers les énergies vertes en réponse au conflit ukrainien. Excusez-moi. Donc, ça peut se faire rapidement. Hein? Par exemple, en 2 ans, entre 2019 et 2021, les Pays-Bas et la Finlande ont réussi à réduire leur consommation de gaz de 22% et 17% au profit d'énergie renouvelable. Donc, c'est possible, mais ce n'est pas tous les gouvernements, tous les pays qui ont les mêmes moyens. On disait tout à l'heure que tous les Québécois n'ont pas le même portefeuille, ne peuvent pas se procurer des véhicules électriques. Et c'est le cas. Hein? Il y a des pays dans le monde, il y a des rangs en fonction du PIB, en fonction de leurs ressources naturelles. T'sais, nous, au Québec, on est chanceux, on a l'hydroélectricité. Malgré ça, on continue d'avoir de faire des choix environnementaux qui sont parfois douteux. Mais il y a des pays qui reposent entièrement sur des énergies fossiles. Alors, cette transition-là peut se faire plus difficilement pour certains. Puis, bon, génial. Avant de conclure avec toi, Charles, j'aurais aimé ça qu'on voit quel webinaire s'en viennent, justement, parce que la REC organise une couple de webinaires, notamment dans le dossier de l'environnement. Donc, qu'est-ce qui est à venir, là, à retenir dans notre calendrier? Absolument. Le temps passe toujours très vite avec vous. Hein. J'aurais tellement de choses à vous dire, mais on se reprendra. Hein. Alors, des webinaires à venir en avril. Vous savez, en avril, il y a le 22 avril,
le jour de la Terre. Donc, dans le cadre de ce mois-là qui marque le jour de la Terre, il y a 2 conférences qui sont organisées. Une première, le mardi 12 avril à 13h30, une conférence avec M. Karel Ménard, qui est directeur de la Chaire pour la gestion écologique des déchets. Donc, justement, la conférence portera le titre « Pour une gestion écologique des déchets ». Et c'est la région 10, Laval, Laurentide, Lanaudière de l'AREC qui l'offre à tous les membres de l'AREC. Donc, parmi les sujets abordés, on parlera de la gestion écologique des déchets fondée sur les 3 R. Donc, on parle de réduction à la source, réutilisation, recyclage, compostage et aussi sur l'impact de la crise sanitaire sur la gestion des matières résiduelles. Donc, on sait, la pandémie va avoir eu un impact sur la quantité de déchets produits. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on renverse cette tendance-là pris au cours des 2 dernières années? Et l'autre webinaire, le vendredi 22 avril, donc directement le jour de la Terre à 11h, une conférence intitulée « Arbres, science et rock'n'roll », une conférence organisée par l'AREC nationale et on accueillera Jérôme Duprat qui est non seulement le directeur de la chaire en économie écologique, de l'Université du Québec en Outaouais, mais il est également le bassiste du groupe populaire Les Cowboys Fringants. Ben oui. Et on reconnaît là, l'action, le militantisme de ce groupe au cours des dernières années là, au niveau de l'environnement. Ils ont même une fondation qui s'appelle la Fondation Vivat qui incite les gens à avoir des événements éco-responsables. Donc, je sais pas, là, peut-être un petit fait divers comme ça. Pour chaque spectacle offert par les Cowboys Fringants, $1 par billet vendu sert justement à des actions environnementales pour, par exemple, financer la plantation d'arbres. Donc, c'est vraiment là, des gens qui ont des valeurs ancrées en matière d'environnement. Oui, c'est ça. Et de développement durable. Donc, on invite bien sûr les membres de l'AREC, mais également la population en général à participer à ces webinaires. Là, il y aura plus d'informations qui sera diffusées sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'AREC, mais également sur le site web de l'AREC. Tout à fait. Au cours des prochains jours. Ben, merci beaucoup, Charles, d'être venu nous parler de ce sujet. Donc, à suivre pour effectivement les webinaires. C'est ce qui conclut vraiment notre émission pour aujourd'hui. Puis, on se dit dans 2 semaines. Au revoir, Charles. Bye, Charles. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine.